Effectivement, nous avons souhaité aussi donner la parole aux territoires ruraux, qui sont des espaces d'innovation publique sur le jouet collectif. Alors avec nous, nous avons deux associations d'élus, l'ANPP qui est représentée par Michael Restier, son directeur, et l'AMRF qui est représentée par son directeur général. Alors je me retourne vers vous, Michael, bonjour à vous et merci d'être avec nous. Alors selon vous, première question, comment finalement les contrats de réciprocité, selon vous, permettent-ils de jouer collectif dans les territoires ? Alors merci, bonjour Élodie, bonjour Charles Benoît, bonjour Pierre évidemment, Cédric. Je m'entends un peu en écho. Les contrats de réciprocité du coup, ont été lancés dans le cadre d'un CIR de 2015 qui était là pour engager des... Je m'entends en écho, c'est très désagréable. Pour engager en fait voilà des projets entre territoires ruraux et territoires urbains. Les premiers contrats de réciprocité qui ont été signés et engagés, c'est notamment le pays de Brest, par Centre-Ouest Bretagne et avec Brest Métropole. Et en fait un autre territoire emblématique qui a servi d'expérimentation, et c'est celui dont je vais vous parler, à savoir celui de Toulouse Métropole avec le pays Port de Gascogne. Alors très rapidement, pourquoi cette réciprocité a bien fonctionné, c'est notamment avec la ville de Blagnac, qui est en fait située à l'extrême ouest de Toulouse, et donc du coup qui touche le Gers, où il y a le pays Port de Gascogne. Et donc du coup, entre ces deux entités, donc du coup un espace de coopération qui est le territoire Pays Port de Gascogne et Toulouse Métropole. Et en fait, Toulouse a compris ces territoires ruraux. En fait, Toulouse ne pouvait ni vivre, ni respirer, ni manger correctement. Et donc, du coup, on inverse en tout cas la position du territoire rural, étant comme le poumon et le grenier en tout cas de grandes métropoles comme Toulouse Métropole. Et donc, du coup, ce contrat de réciprocité, c'est basé en fait sur 4 thématiques. Le premier, en fait, c'est sur les tiers-lieux et le télétravail. Donc, comme je vous l'ai dit, Blagnac, qui était à l'ouest, va toucher quasiment le pays Port de Gascogne, et donc, du coup, qui engendre des flux très importants. Donc, c'est 40 000 personnes par jour qui vont travailler, en fait, sur cette ville. Donc, l'objectif était de développer le télétravail, et en fait, il y a eu 7 tiers-lieux qui ont été installés côté pays Port de Gascogne, qui permettaient de désaturer le réseau routier, d'une part, et d'améliorer aussi la qualité de vie au niveau des habitants qui n'avaient pas obligé de se faire 3 quarts d'heure, 1 heure et demie de voiture. La deuxième chose, en fait, le deuxième axe a été sur les questions de mobilité, et notamment alors sur les mobilités douces, c'est-à-dire qu'on puisse accéder du Gers en fait à Toulouse Métropole en centre de Toulouse par la mise en place d'un itinéraire vélo, et avec une combinaison multimodale entre le TER et les pistes cyclables. Donc une amélioration de la qualité de vie des gens. Troisième gros sujet, en fait, c'est sur la question de l'alimentation. Alors, qui se traduit par 2 choses. La première, à savoir que Toulouse Métropole, c'est une cuisine centrale d'environ 70 000 repas quotidiens, et qu'on allait s'alimenter, en fait, en viande bovine, en viande en Argentine, alors qu'il y avait des producteurs locaux à l'espace, à une vingtaine de kilomètres. Donc, du coup, pourquoi ne pas s'approvisionner directement au plus proche ? Donc, du coup, en fait, ça a permis de développer des débouchés économiques, évidemment, pour ces producteurs locaux du côté du Gers. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ça marche tellement bien que, en fait, même le mine de Toulouse s'est intéressé, en fait, au sujet et, en fait, a développé au sein du mine ce qu'on appelle Carrément Gers. Et donc, du coup, c'est un stand dédié, en fait, pour les producteurs du Gers qui permettent, en tout cas, d'écouler leur stock. Voilà, assez brièvement, en tout cas, sur un axe très concret, en fait, un exemple très concret de contrat de réciprocité. Et je rejoins pleinement dans ce que va dire mon collègue Cédric et ce qu'a dit Pierre Leroy, c'est que tout ça ne peut pas se faire sans ingénierie territoriale et que tout, à chaque fois, est appréhendé, en fait, sous le spectre de l'investissement, mais que le fonctionnement est très important, naturellement, pour donner du sens. Merci Mickaël, c'est une très bonne transition, du coup vous me facilitez la tâche. Mais Cédric, je me retourne donc vers vous. Pourquoi selon vous il est important, pourquoi il est important selon vous d'investir dans l'ingénierie locale dont parlaient Pierre et Mickaël à l'instant? C'est pour poursuivre ce que disait mon vice-président, alors Michel Fournier, sur la vie. La vie, c'est les interactions. Et pour reprendre aussi ce que disait M. Leroy, c'est aussi casser les clivages. Et je pense que depuis trop longtemps, les communes, par habitude, et les collectivités au sens large, ont souvent l'habitude de travailler avec l'État et trop peu avec
les entreprises et les acteurs, les tiers acteurs. Aujourd'hui, tout le monde, finalement, par les nécessités du moment, par les enjeux climatiques, sociétaux, environnementaux, finalement, ça fait tomber ces clivages-là et que, en particulier, on y a travaillé depuis très longtemps avec Vanille Berberian, c'est la question du changement de regard sur le monde rural. Et aujourd'hui, puisque vous nous en donnez l'occasion, c'est aussi celle de lancer un appel en disant aujourd'hui, pour jouer collectif, il faut être plusieurs. Et beaucoup de maires sont trop seuls dans l'exercice de leur mandat en dehors de l'équipe municipale sur qui il faut s'appuyer. On a vécu l'histoire du confinement, le premier, je parle, comme étant une expérience très singulière, c'est que beaucoup d'opérateurs s'étaient retirés de ces territoires dans lesquels ils avaient l'habitude d'être présents, plus ou moins. Les habitants trouvent toujours qu'ils n'y sont pas assez, mais il restait qui? Il restait l'équipe municipale. Et donc, on a vu encore plus l'importance du jouet collectif local. Et ça ne suffit pas pour faire du développement. Il faut ouvrir les chakras, regarder plus loin, mais ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour les ruraux pour travailler collectif, dans le sillon aussi de ce que disait le roi. Jouer collectif dans le monde rural, c'est dans l'ADN, parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et l'histoire de l'intercommunalité, on incarne aussi avec son réseau une forme d'intercommunalité avec une géographie plus vaste, mais la première intercommunalité de proximité, c'est bien les maires ruraux qui l'ont inventée. Regardez la fin de l'intercommunalisation du territoire français, c'était qu'il restait plus que les villes qui jouaient solitaire parce qu'elles étaient très riches et qu'elles n'avaient pas envie d'être solidaires avec les autres. Donc la question du jouer ensemble, c'est assez naturel. La question, c'est qu'il faut changer la focale et aller plus loin, mais dans les deux sens, c'est-à-dire encore une fois, les opérateurs économiques, les opérateurs associatifs, il faut qu'ils aient aussi envie de travailler avec les territoires ruraux. Les territoires ruraux sont incarnés par plein d'acteurs. Il y a les entreprises, il y a les TPE, il y a les associations, mais il y a aussi les collectivités locales. Et moi, je peux vous dire une chose à l'orée de ce nouveau mandat qui débute avec tous ces accidents qui succèdent entre le premier tour des élections et aujourd'hui. On n'est qu'au début du mandat. Et nous, on lance cet appel-là en disant venez travailler avec nous, à ces jeunes qui cherchent du travail et qui sont compétents, qui sortent des écoles et qui sont cette ingénierie de demain dont on a besoin. Venez pousser la porte, appelez, maintenant envoyez-nous des mails, à peu près toutes les communes ont une boîte mail maintenant, ont bientôt le très haut débit. Et donc on peut travailler ensemble, on peut aussi prendre en compte, et c'est aussi comme ça que je lisais, j'écoutais avec intérêt la présentation du sondage, où on voyait qu'à chaque fois, la strate des moins de 2000, c'était toujours un petit peu en dessous, sauf sur un sujet qui m'a marqué et qui n'est pas surprenant, c'était sur la question des objectifs du millénaire et du développement durable. Et les communes rurales sont parfois plus hautes que les autres parce qu'elles l'incarnent et parce qu'elles le vivent au quotidien dans la question de la gestion de l'écologie, dans la gestion du développement durable, dans la gestion des mobilités douces, etc. Et donc dans la question de la proximité, comment est-ce qu'on évite de se déplacer, etc. Donc on voit bien qu'il y a des choses formidables qui se font dans ces territoires-là, avec les différents outils à la main des élus, que certains sont un peu, vétustes, on va dire les choses comme ça, mais surtout, encore une fois, moi j'insiste plutôt sur la perspective positive. Venez. On voit qu'il y a plein de gens qui veulent s'installer à la campagne pour fuir l'inconfort des villes. Ça, on saura les accueillir, pas de souci. Moi, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est de dire venez aider tous ces maires qui finalement ont plein d'idées, mais qui à un moment donné butent sur du passé à l'action. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a un marché, on va le dire comme ça, de l'interaction et du jouet collectif avec toutes les formes que permet aujourd'hui l'action publique et l'implication sur les partenariats publics-privés. J'ai vu que les maires ruraux n'étaient peut-être pas forcément dans la globalité ceux qui étaient le plus sensibles à ça. Il y a une raison objective à ça, c'est que la densité d'entreprises est moins forte. Et donc, à partir de là, il faut aussi tenir compte de ces réalités-là. Et c'est pour ça que nous, on lance cet appel. Merci Cédric, un appel qui devrait être entendu ce soir. Merci Mickaël pour votre témoignage et vos témoignages complémentaires.